Le SNRL vous présente le Congrès de Louviers 2024. La radio, le média des nouvelles frontières. En partenariat avec Broadcast Associés. Bienvenue, merci à vous de passer ce moment avec nous. Alors, dans un contexte de mutation technologique rapide, les radios locales associatives sont confrontées à de nombreux défis, l'essor des plateformes numériques, l'essor du podcast et du streaming, ainsi que la transition vers le DAB+, bouleversant profondément l'écosystème radiophonique. Cette table ronde est proposée par le SNRL dans le cadre du contexte de la publication du livre blanc de la radio. Et cette table ronde se pose donc la question de nos radios, enracinées dans les territoires depuis plus de 40 ans et engagées dans une mission de communication sociale de proximité, peuvent-elles non seulement s'adapter, mais aussi assurer leur pérennité dans ce nouvel environnement numérique. Et pour cette table ronde, plusieurs intervenants vont donc pouvoir répondre à vos interrogations. Hervé Gaucho, conseiller à l'ARCOM, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Charles-Emmanuel Bon, président de l'association Ensemble pour le DAB+, et secrétaire général de Radio France. Bonjour à tous. vous. François Jacquin, gérant de la société La Coop Radio. Bonjour. Bonjour à tous. Et Ludovic Tellier, directeur de la radio associative Espace Normandie. Bonjour à tous. Bonjour. Un temps d'échange et de réflexion donc pour une durée environ de 45 minutes. Et puis on peut remercier tout d'abord Ludovic Tellier, directeur d'Espace Normandie, qui nous accueille donc pour ce congrès aujourd'hui à Louviers. Alors ce contexte de migration vers la technologie DAB+, rappelle que le SNRL, depuis 2008, était extrêmement volontaire sur la diffusion de la radio en numérique terrestre, d'abord par la DRM+, puis par le DAB+, et ce sont plus de 700 radios associatives en France qui constituent donc une offre radiophonique très diversifiée dans le monde, des radios qui diffusaient historiquement en FM, puis en DAB+, depuis une vingtaine d'années, ou encore sur Internet, et puis pour certaines, avec une diffusion double à la fois FM et DAB+. C'est le cas notamment de Radio Espace qu'on pourra voir tout à l'heure. Alors je vais commencer par me tourner vers Hervé Gaucho pour introduire ce propos, puisque la publication donc, du livre blanc de la radio a permis de guider évidemment tous ces échanges autour du DAB+. Alors pour commencer, quels sont les principaux avantages du DAB+, pour l'audience mais aussi les diffuseurs, et comment l'ARCOM accompagne cette transition? Dans le livre blanc, il y a plusieurs dates proposées, plusieurs étapes. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel de ces prochaines étapes à partir de 2024, voire 2025? Alors, il y a beaucoup de choses dans la question. Bon, d'abord, l'intérêt du DAB+, que ce soit pour les éditeurs ou pour les auditeurs, je crois que maintenant tout le monde connaît. C'est une technologie qui permet d'abord d'avoir un peu plus de place, puisque la bande FM est quand même saturée. Ça permet pour les éditeurs d'avoir des coûts de diffusion qui, quand il n'y aura plus que le DAB+, parce qu'aujourd'hui c'est les doubles coûts de diffusion qui doivent être assumés, seront a priori moins chers. C'est surtout une manière d'offrir aux auditeurs une nouvelle expérience de l'écoute hertzienne et de la réception hertzienne, avec une ergonomie qui permet de ne plus avoir à chercher la fréquence pour écouter la radio qu'on a envie d'écouter en la sélectionnant par son nom sur un écran alphanumérique. Ça permet d'avoir un son de qualité numérique, là où la FM aujourd'hui offre un son de qualité analogique. Ça permet aussi, quand on est en mobilité, on sait que c'est important puisque ça représente quand même à peu près 40% de l'audience globale de la radio, en mobilité, de ne pas avoir de rupture dans l'écoute, de ne plus avoir de grésillement, d'avoir une continuité dans l'écoute de la radio. Et ça, c'est un point très important parce que donc ça profite aux auditeurs, mais ça profite aussi aux éditeurs qui offrent cette nouvelle expérience à leurs auditeurs pour faire en sorte qu'ils continuent d'écouter la radio de manière hertzienne et pas seulement en basculant vers l'écoute sur Internet, vers l'écoute en IP, comme on dit dans notre jargon. C'est un point qui est très important parce que l'écoute en IP, c'est très très bien. C'est très utile, ça permet d'aller chercher les auditeurs là où ils sont dans leurs nouveaux usages, sur les tablettes, sur les smartphones, sur les ordinateurs, via des agrégateurs comme le Radio Player, et donc ça c'est très utile. Ça permet aussi d'offrir de la délinéarisation, c'est-à-dire une offre d'écoute de la radio à la demande, et d'embarquer des auditeurs qui soit se sont détournés de la radio, soit n'y sont jamais venus, je pense aux plus jeunes. Donc ça ouvre un nouveau champ
de recherche d'audience, et c'est très bien. Mais si on ne fait pas cette bascule généralisée vers le DAB+, il est probable que, on va dire, l'érosion de l'audience qu'on constate sur la FM ne se fera que au profit d'Internet. Et ça, pour le coup, c'est un vrai sujet, parce que ça reviendrait pour les éditeurs à mettre un peu tous leurs œufs dans le même panier et à troquer, on va dire, les prestataires que sont les diffuseurs pour les émetteurs, etc., contre des intermédiaires sur Internet, et puis des intermédiaires extrêmement puissants, à côté desquels, face auxquels les voies de négociation seraient assez faibles. Donc, il faut continuer de cultiver l'écoute sur Internet, c'est très bien, c'est très important, et c'est encore de l'avenir. On voit qu'aujourd'hui, ça a progressé de 63% ces 5 dernières années, même si ça ne représente aujourd'hui que 20% de l'écoute globale qui se fait sur Internet. Mais il faut dès maintenant donner envie aux gens de rester sur l'écoute hertzienne pour que les éditeurs puissent rester souverains dans leur mode de diffusion. Ça, c'est vraiment l'idée de base de la réflexion qu'on a eue dans le cadre du livre blanc de la radio. Quand je dis on, c'est pas seulement l'ARCOM, parce qu'on a consulté tout le monde, on a mené énormément d'auditions pour arriver à ces conclusions, et ça nous conduit à se dire il faut absolument continuer de déployer le DAB+, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, et comme on ne peut pas non plus s'endormir dans une idée qu'on va rester en double diffusion, parce que ça provoque... On va tous dire, il y a des grandes radios qui ont les moyens de rester en double diffusion. Et puis, il y a toutes les radios, et là je pense notamment aux radios associatives, qui ne vont pas avoir les moyens de rester éternellement en double diffusion, même s'il y a une aide dans le cadre du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Enfin, ce n'est pas une aide non plus qui couvre tous les frais qui sont liés à cette double diffusion. Donc, à un moment, la logique veut qu'on embarque tout le secteur de la radio, et notamment les radios associatives, vers une diffusion exclusivement en DAB+. Alors, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas avoir peur, on va prendre son temps, et c'est là que le livre blanc offre une voie, trace une voie pour arriver à embarquer tout le monde, et que cette transition se fasse dans le temps, progressivement, en consultant tout le monde, et que ça profite à tous, et que ça ne pose de soucis ou de difficultés à personne. Donc cette date, cette transition, c'est celle de 2033. Dans le livre blanc, la date de 2027 est aussi annoncée, puisqu'il y a plusieurs étapes, plusieurs paliers. Est-ce que vous pouvez nous les préciser? Comment est-ce qu'on va tous migrer vers le DAB+, j'ai envie de dire en douceur? Alors, le livre blanc propose, parce que c'est une proposition, c'est un point important, c'est-à-dire que là aussi, je pense que pendant un certain temps, il y a eu un peu une confusion, et certains pensaient que le passage au DAB, d'abord, ça allait se faire de manière unilatérale, que ça allait être une décision du régulateur, une décision des pouvoirs publics, que ça allait se faire genre une nuit bleue où d'un seul coup, paf, on allait tous passer au DAB+. Voilà. Je pense que tout ça est bien derrière nous. Il n'y a aucune décision unilatérale de personne, et il n'y aura pas de nuit bleue non plus, ça va se faire de manière très progressive et en concertation avec tout le monde. Donc c'est une proposition, la voie que nous traçons dans le livre blanc de la radio, avec 2 phases. Une première phase qui a déjà commencé et qui va jusqu'à 2027, qui est une phase de préparation qui consiste à créer l'environnement nécessaires, les conditions nécessaires pour aller vers cette transition. Il y a beaucoup de choses là-dedans où chacun doit prendre sa part, notamment les pouvoirs publics, notamment le législateur, parce qu'il y a des choses à faire évoluer d'un point de vue de la législation. Nous, on dit qu'il faut faire avancer les choses en ce qui concerne les mentions légales, par exemple, qui pénalisent beaucoup les marchés publicitaires pour les radios. On pense qu'il faut rouvrir le débat sur les quotas de chansons francophones, par exemple, non pas pour les remettre en cause, parce que les éditeurs phonographiques ont eu très très peur quand on a dit ça. On ne remet pas en cause du tout le bien fondé des quotas de chansons francophones, mais on est dans une telle complexité aujourd'hui qu'on pense qu'il faut trouver une matière à simplifier les quotas de chansons francophones. Tout ça, c'est des choses qui passent par la loi.
L'Arcom doit prendre aussi sa part en continuant de déployer le DAB+, évidemment, mais aussi en revoyant la répartition, le découpage des allotissements locaux notamment, où ça c'est une vraie demande de la quasi-totalité du secteur de la radio. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en œuvre pour créer un contexte législatif, économique et technologique favorable aux radios pour pouvoir qu'elles puissent se mettre dans de bonnes conditions dans une deuxième phase qui, là, pour le coup, est la phase véritablement de transition, de passage au DAB+, avec une idée, c'est que tout le monde doit pouvoir y passer, c'est-à-dire que personne ne doit rester sur le bord de la route et que les conditions doivent être créées pour faciliter ça. Et je pense notamment, évidemment, aux radios associatives qui, je le sais, se posent encore beaucoup de questions qui sont des questions légitimes, mais l'idée est quand même bien d'accompagner un mouvement et de telle manière que ça puisse profiter à tout le monde. Et par exemple, alors je vais aborder deux sujets qui concernent directement l'Arcom. Il y a le fait nous, on pense qu'il va falloir quand même qu'on concentre tous nos moyens sur le DAB+, et que je pense qu'à partir de... on a une feuille de route FM qui est actuellement en cours jusqu'à 2026. Au-delà de 2026, je pense qu'il faut qu'on arrête de chercher des fréquences qu'on ne trouve plus, où on en trouve peu, on trouve des miettes de fréquences. Donc voilà, c'est pas satisfaisant. Ça prend beaucoup de moyens, ça coûte très cher à chercher et c'est pas très utile dans la perspective justement d'un passage au DAB+. On préfère se concentrer là-dessus. Un autre point sur lequel il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, qui a fait beaucoup de débats, c'est que nous sommes favorables à ce que le législateur autorise l'Arcom, quand c'est nécessaire, à geler les fréquences FM qui sont restituées. Je vous prends un exemple, une radio dit bah, ça y est, moi je suis prêt à passer au DAB+, je restitue mes fréquences FM, justement pour ne plus avoir à être en double diffusion, parce que les circonstances sont... tout est réuni pour que je puisse le faire. Aujourd'hui, l'Arcom est obligé de remettre en appel les fréquences FM. Donc ça veut dire qu'une autre radio peut venir candidater sur les fréquences FM et donc venir concurrencer la radio qui a restitué ses fréquences. Donc on pense que pour sécuriser justement le passage au tout DAB de certaines radios et les inciter à le faire, on doit avoir la faculté de dire, bah, voilà, dans telle circonstance, sur tel marché, sur tel allotissement, on pense que ces fréquences FM-là, il ne faut pas les remettre en appel. Donc, c'est là qu'on va pouvoir se mettre véritablement en ordre de marche pour arriver, c'est une proposition, on espère, à 2033, à avoir la totalité du secteur qui sera passé au tout DAB, et donc une extinction, on va dire, pas tout à fait naturelle, parce qu'il va falloir inciter, je viens de donner un exemple, à une forme d'extinction de la FM, mais une extinction qui soit vertueuse, une extinction qui profite justement au secteur de la radio. Et puis un point extrêmement important, c'est que ça fait des années finalement que, et c'était bien naturel, tous les sujets liés au DAB, on se tournait vers l'Arcom. C'était normal parce que le sujet premier, c'était le déploiement du DAB+, et le démarrage des allotissements. Aujourd'hui, d'ici à la fin de l'année, on va être à 65% de couverture, on a une feuille de route. C'est un sujet qui reste très important, hein, notamment quand on parle de revoir les allotissements locaux. Donc l'Arcom prend sa part évidemment, mais ça n'est plus le seul sujet, ça n'est même plus forcément le sujet le plus important. Il y en a beaucoup d'autres et qui là pour le coup ne concernent pas l'Arcom, qui concernent les acteurs du secteur, qui concernent les pouvoirs publics, on vient d'en parler, et qui concernent tout le monde. Et donc, on ne peut plus uniquement se tourner vers l'Arcom maintenant quand on parle du DAB+. Donc il faut qu'on fasse en France ce qui se passe dans tous les pays d'Europe qui sont plus avancés que nous sur le déploiement du DAB+, c'est-à-dire créer un comité de pilotage où tout le monde va être autour de la table pour dire, ben voilà, nous on pense que les critères, les prérequis, c'est ça. On pense qu'il faut faire ça et ça à telle et telle date pour aller vers le passage au tout DAB et se mettre tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Ça demande d'embarquer les éditeurs, les diffuseurs, les pouvoirs publics, l'Arcom, le régulateur, mais aussi les constructeurs, mais aussi les distributeurs, pour faire connaître le DAB+, aux Français qui se mettent à écouter la radio en DAB+, etc., etc. Et donc,
Ça, je pense que c'est une des premières choses à faire maintenant, c'est de créer ce comité de pilotage. Et on a déjà une petite idée, on y travaille beaucoup avec Charles-Emmanuel dans le cadre de l'association Ensemble pour le DAB+. Donc une transition pour tous et pour tous les acteurs du secteur sans laisser qui que ce soit sur le bord de la route, c'est ce que vous nous dites. François Jacquin, vous êtes l'un des acteurs de ce secteur, bien sûr, avec la COP Radio. Y a-t-il des difficultés particulières justement pour déployer le DAB+, j'ai envie de dire de manière efficace, mais aussi équitable sur le territoire, bien sûr en gardant en tête les radios associatives? Tout à fait. Alors, la COP Radio est opérateur de MUX, donc c'est une fonction un peu obscure pour la plupart d'entre vous, même si vous la pratiquez lors des négociations pour le DAB. La COP Radio, en tant qu'opérateur de MUX, dès 2013, a vu les évolutions du marché, on va dire, du DAB. 2013, c'était brouillon, ça a amené à des pertes de multiplex. La relance à partir de 2018 a été beaucoup plus construite et coopérative entre les différents types d'acteurs, tout en étant encore un peu timoré au sens est-ce que ça va marcher, est-ce que les grands réseaux viendront. Puis à partir de 2019, on a vu un élan à la vue de l'arrivée des grands réseaux 2019-2020, et depuis c'est complètement industrialisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit dans les appels à candidature, les opérateurs de MUX savent, on sait plus ou moins d'avance à peu près comment ça va s'organiser en fonction des éditeurs sélectionnés, quels sont les opérateurs de MUX qui peuvent être sélectionnés, comment les sites sont choisis. C'est devenu un monde industriel. Mais là, on parle des 65% de la population couverte, c'est-à-dire même 70% à la fin de l'appel suivant. On parle des zones peuplées. Or, aujourd'hui, pour rebondir sur la conférence précédente, les zones rurales, c'est peut-être pas tout à fait la même chose et ça sera beaucoup moins facile à gérer. C'est-à-dire qu'on a atteint une maturité en DAB+ aujourd'hui pour les grands réseaux, enfin je dirais pour les catégories C, on va dire D et E, c'est devenu industriel par les métropolitains, par les étendus, par leur participation avec les C aux mix locaux. Pour les B, c'est un peu plus bordélique, puisque les zones de découpage FM ne correspondent pas aux allotissements et donc les revenus publicitaires sont un peu chahutés. En tout cas, leur positionnement commercial est plus difficile, mais ça correspond assez bien. Et pour les A qui sont dans les zones de couverture des allotissements locaux, donc dans les grandes villes, j'irais même jusqu'à 50 000 habitants, les villes de plus de 50 000 habitants, les radios associatives qui y sont, il y aura un mix local, il y aura un modèle classique, on va dire. Donc la grande question, pour rebondir donc sur la conférence précédente, est dans le monde rural, ou très rural, où la loi montagne s'applique, qui a été citée tout à l'heure. Enfin, comment on va faire? Alors je vais prendre des exemples vécus. Moi j'ai eu des MUX à Calais et Dunkerque, où on a commencé à 7 et 8 éditeurs. C'est pas le même modèle économique qu'à 13. Je pense à Roanne à la même époque, où ils étaient 4. Bon, quand vous avez un diffuseur, lui, il prend un coût par multiplex. Qu'il y en ait 4, si on oublie le codage, on parle que de la diffusion, le coût c'est le même. Un site qui fait 1 kW de PAR sur un pylône qui fait 30 mètres, c'est le même qui est 13 éditeurs ou 4 éditeurs. Donc la division du coût par 13 ou par 4 montre que c'est différent dans les zones peuplées où il y a beaucoup de radios, où il y a une attractivité commerciale pour la radio, des zones rurales qui ont d'habitude 1-2 radios A, plutôt 1-2 radios B, le service public, et 1 ou 2 C ou D qui passent par là. Alors, quand je dis qu'ils passent par là, en DAB, elles seront déjà peut-être passées par là, puisqu'à travers les métropolitains et à travers les étendues, je pense en particulier aux étendues, il y a une bonne couverture du monde, alors pas très rural, mais du monde semi-urbain à rural, puisque les étendues ont quand même une politique très active sur la couverture du territoire, au-delà des axes routiers, qui sont plutôt aujourd'hui le cœur des métropolitains. Mais dès qu'on en sort, on va se retrouver avec 3, 4, 5 acteurs dans une zone rurale. Moi, je connais bien en ce moment les Pyrénées, le Massif central, mais je pense au Morvan, je pense même à l'Eure, maintenant que j'ai découvert l'Eure un peu plus en détail. Comment ça va s'organiser? Parce que s'il y a un appel à candidature tel qu'il est fait aujourd'hui, on va se retrouver avec, mettons, 5 candidats. En supposant, je fais des hypothèses, je ne peux pas me mettre à la place des éditeurs qui candidateront et à la date à laquelle ça sera fait, où il y aura peut-être un autre
allant pour le DAB, c'est-à-dire que même en monde rural, tout le monde voudra compléter sa couverture. Je pars de l'hypothèse qu'aujourd'hui, si on refait un appel à candidature en zone très rurale, on a 4 candidats. L'ARCOM les sélectionne. Comment vont-ils construire un modèle économique ? Et même, est-ce que l'ARCOM va le lancer ? Car suite à la consultation qu'elle va faire préalable à cet appel à candidature, elle va constater qu'il n'y a que 4 éditeurs. Donc la question qui va se poser, c'est, et moi, Radio A, enfin je me mets à votre place, comment je vais faire si l'ARCOM constate qu'il n'y en a que 4 ? Si on divise le coût, on multiplie le coût actuel par 3, on revient au même coût que la FM, voire plus. Sachant que, et là on attaque un autre sujet qui est les usagers et les auditeurs. En monde rural, il y a quand même un certain nombre d'acteurs âgés. Ils ne vont pas forcément s'équiper en DAB. Il y a la concurrence du Wi-Fi et de la fibre optique dans les maisons, pour ceux qui ont des smartphones. Heureusement, la voiture est, grâce à l'action de l'ARCOM, le domaine privilégié encore de la radio au sens hertzienne, FM ou DAB. Et on voit très bien dans les modèles nouveaux l'efficacité de commuter en DAB au point que les gens disent « Ah bah tiens, c'est meilleur », mais ils ne savent pas pourquoi. C'est parce qu'ils entendent du DAB au lieu d'entendre la FM. Je parle en zone rurale, hein. C'est vrai que dans les grandes villes, ça couvrait déjà bien. Donc aujourd'hui, la grande question qui s'est posée avec le SNRL dans sa contribution au Livre Blanc, je pense que tu vas en reparler juste après, c'était, mais est-ce que le modèle d'appel à candidature est celui qui est pertinent pour les zones rurales ? À l'inverse, il existe un autre modèle qui est le modèle distributeur et qui avait été utilisé par l'ARCOM pour la bande L en 2014, par là, 2015. C'est un modèle qui peut être pertinent, mais est-ce que pour autant ça peut faire converger les modèles économiques ? Alors je me permets de faire une hypothèse. S'il y avait par exemple Radio France qui voulait mettre France Inter Culture en plus d'une radio associative, une radio B, le cahier des charges n'est pas forcément le même au niveau économique, au niveau technique, au niveau engagement de continuité de service et surtout de coût entre ces 4 acteurs. Donc est-ce que même dans un autre modèle d'appel, on en trouverait une solution ? Ça, c'est la méthode que propose le Livre Blanc, c'est il faut l'étudier d'ici 3 ans. Personnellement, et pourtant je connais, je pense assez bien ce sujet, je ne sais pas s'il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, je vous laisse répondre. S'il n'y a pas de solution, quid de la continuité de la FM ou a posteriori d'une échéance ou d'une autre alternative ? La 5G et le streaming, qui en soi sont une technologie tout à fait respectable, même si ce sont des opérateurs qui ne sont pas les opérateurs de la radiodiffusion historique qui portent le sujet. Il y a la 5G broadcast, mais en 5G normal, vous pouvez faire du streaming à un coût éditeur qui est proportionnel au débit. Donc pour une radio associative, ça peut être moins cher que la FM. La question, ça va être votre référencement. Comment est-ce que vous allez être repéré en 5G ? Est-ce que vous aurez encore le FSER si vous êtes sur ce type de technologie ? De nombreuses questions sont ouvertes et si elles ne sont pas bien préparées, pour moi, dans le modèle actuel d'appel à candidature, de subvention, de gestion, en 2026-27, il n'y a pas de piste immédiate pour le monde très rural. Dès qu'il y a plus de 50 000 habitants, je pense qu'il y a des solutions. Mais en dessous, c'est pas gagné. Voilà. On va parler du coût et des auditeurs aussi, qui est la question principale. Est-ce que vous voulez répondre à ces nombreuses interrogations ? Oui, parce que les questions soulevées par François sont évidemment très, très justes et elles sont évidemment dans toutes les têtes. Je pense que d'abord, et je crois que ça apparaît assez bien justement dans le Livre Blanc, il n'y a pas de solution toute faite. Et effectivement, et c'est bien pour ça qu'il va falloir qu'on se mette tous autour de la table pour réfléchir à quel va être le meilleur modèle, notamment sur ce point-là très particulier. Quelques pistes quand même de réflexion. D'abord, une fois qu'on a dit qu'il n'y a pas de solution toute faite, il y a un point qui est très important et que nous, on a eu toujours en tête dans la rédaction du Livre Blanc, c'est que quand on parle de la radio numérique, on ne dissocie pas le DAB+, et l'IP. Pour nous, les deux vont ensemble et on peut pas. C'est ni le DAB+ contre la FN, ni le DAB+ contre l'IP. C'est le DAB+ avec l'IP justement pour faire progresser le mode d'écoute de la radio. Ça, c'est un premier point. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de solution toute faite sur les radios associatives qui ont des zones de diffusion restreintes en zone rurale, etc.
c'est évident que le problème posé est très bien posé par François sur notamment la découpe des allotissements, sur le nombre de candidats potentiels sur les multiplexes, et que ces questions-là vont se poser. Après, je pense qu'il y a des solutions à explorer, qu'on est déjà en train d'explorer, qui vont être sans doute multiformes. D'abord, il y a un travail d'affinage, si j'ose dire, des allotissements. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est parti des plus grosses pièces du puzzle, et puis on va vers des pièces de plus en plus petites, et puis on va peut-être finir justement par faire des allotissements où on va dire qu'on va faire de la découpe quasiment à la demande, du sur-mesure en fonction de certaines zones. Ensuite, alors je sais que c'est un sujet qui parfois fait un peu grincer les dents, mais on explore quand même la possibilité de ce que les Britanniques appellent le small scale DAB, c'est-à-dire la possibilité pour une radio ou pour deux radios sur une zone définie d'avoir une zone de diffusion restreinte avec des coûts de diffusion qui eux aussi vont être adaptés pour pouvoir quand même être sur le DAB+, sur une zone particulière. Ensuite, quand je dis qu'on ne dissocie pas le DAB+, de l'IP, il y a effectivement les solutions 4G, 5G, 5G broadcast, et puis la fibre aussi, parce qu'il y a, on ne va pas parler à la place de l'ARCEP, mais il y a aussi toute la question du dernier kilomètre de la fibre, mais dans des zones rurales quand même, il va falloir chercher des solutions. Sur la prise en compte, c'est un point qui était évoqué dans le livre blanc, il y a le rôle des pouvoirs publics locaux, et notamment des communes. Par exemple, sur la TNT, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon le 30-3, qui permet là où il y a une zone blanche pour la TNT, à une commune d'avoir son propre pylône qui est financé par la commune pour que les administrés puissent recevoir la télévision. On peut très bien envisager d'avoir le même type de dispositif pour la radio, pourquoi pas? Parce qu'on va veiller quand même à ce qu'il n'y ait pas de zone blanche, ou en tout cas pas plus que sur la FM en tout cas. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un panel de solutions à trouver. Dernier point, un point qui est très important à mes yeux, en ce qui concerne la visibilité qui a été évoquée par François dans un univers numérique pour les radios, et notamment pour les radios associatives, il y a un sujet qu'on a encore pas vraiment abordé à l'ARCOM, mais je crois que tout le monde l'a dans toutes les têtes et on échange régulièrement avec les représentants des radios associatives sur ce sujet, c'est les services d'intérêt général. C'est-à-dire qu'il va appartenir à l'ARCOM, dans le cadre de la loi, de pouvoir étendre la notion de service d'intérêt général, pas seulement aux services publics, mais également au privé. Donc on a commencé à amorcer le sujet avec les chaînes nationales gratuites de la TNT, mais derrière, il y a les télévisions locales, et puis bien sûr, il y a les radios. Et alors, on démarre les travaux, parce que sur les radios, le sujet va être très complexe, parce qu'il y a 1000 radios, il y a une question de géolocalisation, on va dire, des radios, qu'une radio qui peut être service d'intérêt général dans sa zone de diffusion peut ne pas l'être dans la zone de diffusion d'à côté, etc., etc. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet autour des services d'intérêt général qui peut-être répondre à terme à ces questions de visibilité dans un univers numérique où effectivement il va falloir jouer des coudes pour que les radios, et notamment les radios associatives, soient visibles là où elles sont. Alors, il y a aussi la question donc, de la FM qui reste pour le moment en attente de cette date de 2033. Et je vais m'adresser à vous, Charles-Emmanuel Bon, puisque dans l'annexe 7 de la proposition de réponse donc, à ce livre blanc par la contribution SNRL, on y retrouve un chiffre sur lequel je vais m'appuyer, sur donc, cette date de juin 2023, concernant une estimation de la couverture à la fois FM et DAB+. Les radios associatives sont actuellement présentes sur seulement 6% des sites DAB+, en contraste avec 12% des sites qu'elles exploitent actuellement en FM, et ça c'est un chiffre donc SNRL. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence? Est-ce que c'est en cours de transition et comment rebasculer donc sur le DAB+, de manière équitable? Alors là, je vais m'adresser, vous me posez une question qui sort un peu du rôle de l'association Ensemble pour le DAB+. Juste sur cette question, effectivement, le DAB, on va parler de la transition parce que là, on se projette beaucoup dans l'avenir. Je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons fait cette association, et Hervé Gaucho parlait du rôle pilote,
aujourd'hui, nos concitoyens, les Français, ne connaissent pas vraiment le DAB+. La notoriété du DAB+, alors évidemment, ici, tout le monde, spécialiste de la radio, sait ce que c'est, mais moins de 20% des Français citent le DAB+, comme une technologie de radio qu'ils ont déjà entendue, donc ce qu'on appelle la notoriété assistée. Donc c'est très faible, et je pense qu'avant toute réflexion de savoir si c'est équitable, pas équitable, il faut d'abord que ça serve à quelque chose, et c'est vraiment l'objectif de l'association Ensemble pour le DAB+, c'est de faire connaître ces technologies aux Français, parce que c'est la condition première de son adoption. C'est-à-dire qu'on peut se dire que ça fait partie, effectivement, dans les voitures. Là, je venais, en écoutant une radio qui, normalement, n'est diffusée qu'à Paris, jusqu'à Louviers, grâce au DAB+. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'habitants sachent exactement ce que c'est, à quoi ça sert. Et donc, il y a un vrai objectif de faire connaître, et je suis vraiment très heureux que le SNRL soit membre de cette association, parce que pour nous, cette association elle a vraiment vocation à réunir l'ensemble des acteurs de la radio, bien sûr les éditeurs, qu'ils soient radio associative, radio locale, radio nationale ou service public, mais aussi les opérateurs de diffusion, Towercast, TDF, mais également travailler avec les pouvoirs publics et avec l'ARCOM, parce que je pense que ça doit être un effort collectif, parce que si on ne peut pas se reposer en se disant tiens, l'État va nous aider à subventionner une double diffusion, il faut que chacun se prenne en main et participe à cette transition. Et c'est la condition par laquelle ces dates de 2027, de 2033 pourront être respectées. C'est si et seulement si l'ensemble des acteurs se réunit. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association, c'est pour créer un lieu commun de réflexion, pour faire connaître et engager cette transition. Et pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, il y a dans le DAB, la façon dont il est organisé, il y a plusieurs types de multiplex qui sont... donc il y a les multiplex nationaux, qui, par nature, s'adresse à des radios vocation nationale. Je constate qu'il y a une radio associative dans les multiplex nationaux qui est KTO Radio, que nous accueillons à nos côtés sur le multiplex M2. Et donc, par essence, ça fait beaucoup de sites, parce que forcément, développer un réseau national, ça veut dire des centaines et des centaines de sites à déployer. Donc, ça fait des gros chiffres. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de multiplex dits étendus, donc des multiplex qui couvrent, on va dire, à l'échelle d'un département ou d'une région, et qui ont plutôt tendance à attirer soit des réseaux à vocation nationale ou des grosses radios locales, et également les radios France Bleu du service public, et moins facilement des radios associatives pour lesquelles cette zone de couverture est beaucoup trop large par rapport au bassin de population du projet éditorial de la radio associative. Et donc c'est vrai que pour qu'il y ait une égalité, il faut, et je pense que le livre blanc est très clair là-dessus, que les multiplexes locaux puissent bien correspondre aux zones de desserte qui correspondent au bassin de vie, qui sont ceux des projets des radios locales et des radios associatives. Et ça, je crois que c'est un travail que l'ARCOM a engagé et qui, je pense, effectivement est nécessaire. Et donc, je ne pense pas que ça soit une question d'égalité, parce qu'après, c'est surtout une question d'être en capacité, pour une radio, d'avoir une diffusion qui couvre un bassin de population qui correspond à son projet éditorial. Et ça, malheureusement, les ondes, elles franchissent les frontières. Moi, j'ai travaillé par le passé chez RTL. RTL s'est fait contre l'État français en installant son pylône juste de l'autre côté de la frontière. Les ondes sont un peu capricieuses. Là, j'ai écouté une radio qui émet de Paris et qu'on reçoit à Rouen, alors que théoriquement, elle n'est pas autorisée à Rouen. Voilà, donc je pense qu'il y a un vrai travail, un peu de dentelle à faire au niveau local pour essayer de faire correspondre le maximum. Et je sais que c'est pas simple, parce que les projets sont très divers, qu'il y a des radios qui vont s'adresser à une communauté très rurale, peut-être avec une très faible densité de population, d'autres avec des densités plus fortes ou plus urbains, et qu'il faut faire correspondre les projets éditoriaux et la zone de couverture. Ouais. Pardon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais en l'occurrence, c'est vraiment un sujet ARCOM, effectivement. C'est un sujet sur lequel on échange énormément, que ce soit avec les radios associatives du SNRL ou de la CNRA. Je pense qu'effectivement, il y a le présent et il y a l'avenir. Le présent, c'est que... alors, d'abord, c'est un grand sujet entre certains d'entre nous, c'est que, d'abord,
nous contestons à l'Arcom l'affirmation selon laquelle il y aurait un déséquilibre entre la représentation des radios associatives sur la FM et celle sur le DAB+. Nous veillons à ce qu'effectivement on ait le même type d'équilibre sur le DAB+, que ce soit en comparant les fréquences FM avec les places sur les allotissements DAB+, ou que ce soit en termes de couverture de population. Bon, on n'est pas d'accord sur les chiffres, c'est pas très grave. Je vois Jean-Marc Courage-Sénac, ça le fait rire, parce que c'est les chiffres. Voilà, c'est notre spectacle. On fait un duo maintenant depuis plusieurs années là-dessus qui fait beaucoup rire tout le monde, donc c'est très bien. Bon, ça c'est un premier point. Plus sérieusement, le fait est qu'on a des radios associatives qui, face au DAB+, sont parfois dans des situations qui sont très, très diverses. Alors, il y a celles qui, effectivement, sont en ville et puis montent sur un allotissement local ou voire même sur un étendu, si c'est des radios qui ont envie d'étendre et les moyens d'étendre leur zone de couverture. Et puis, on a effectivement des radios alors, qui soit ont candidaté et n'ont pas été retenues. Ça, je mets ça de côté et je vais y revenir dans un instant. Soit voudraient bien monter sur le DAB+, mais ne peuvent pas parce que l'allotissement, soit il n'est pas dans leur zone de couverture, soit c'est trop grand par rapport à ce qu'elles font, et donc ça ne correspond pas à leur volonté éditoriale et à leurs moyens. Donc du coup, ça les retient. Et puis après, ça c'est plus dommageable, certaines radios associatives qui, il y en a de moins en moins, se disent moi je suis très bien en FM et je n'ai pas intention de monter sur la DAB+, donc celle-là je leur dis je pense qu'il va falloir revoir la position. Sur ces cas évoqués, aujourd'hui, moi ça ne me choque pas du tout qu'une radio associative se dise je ne vais pas monter sur la DAB+, parce que l'allotissement, la zone de couverture proposée par l'allotissement, c'est beaucoup trop grand pour moi. Effectivement, il faut qu'elle reste. Voilà. C'est l'un de nos sujets qu'on a en tête quand on dit qu'il va falloir qu'on revoie le dimensionnement de certains allotissements locaux, soit présents, soit à venir, pour que ça corresponde mieux aux aspirations des radios associatives, mais aussi des radios de catégorie B ou des radios de catégorie C. Mais à l'arrivée, ce qui est sûr, c'est que dans l'idée d'une bascule au tout DAB, c'est qu'il y aura des solutions pour tout le monde. C'est-à-dire que les radios associatives qui aujourd'hui, pour des raisons qu'on vient d'évoquer, qui peuvent être diverses, n'ont pas pu ou voulu monter sur le DAB+, ou n'ont pas pu parce qu'elles n'ont pas été sélectionnées, on trouvera des solutions. D'abord, on va allumer des nouveaux allotissements, on va chercher de la ressource, notamment auprès d'autres affectataires de fréquences, pour pouvoir créer tous les allotissements souhaitables, et on ne laissera personne sur le bord de la route de toute façon, et on trouvera des solutions pour qu'à l'arrivée, on ait un miroir entre le DAB+, et la FM, et notamment pour que les radios associatives puissent rester dans leur zone de diffusion, et que leur zone de diffusion DAB+, corresponde à leur zone de diffusion FM actuelle. Et puis, un dernier point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui est un point important et qu'on a évoqué dans le livre blanc. On prend toujours la Norvège, moi le premier, en exemple du pays qui est passé au tout DAB. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'en Norvège, il y a encore des petites poches résiduelles FM, notamment pour des petites radios, des radios très locales, pour lesquelles il n'y avait pas de solution. Et donc, le mieux, c'était qu'elles restent en fait en FM. Voilà. Aujourd'hui, les postes radio qui sont vendus dans le commerce, les tuners font DAB+, et FM. Donc, c'est pas un problème de réception. Donc, on peut se dire que dans le plus mauvais des cas, si on ne trouve absolument pas de solution pour le DAB+, ou de solution acceptable via l'IP, il y aura toujours la possibilité de rester sur la bande FM. Ce n'est pas vraiment un problème. Personne ne revendique la bande FM. Ça n'est pas une volonté en soi d'éteindre la bande FM. Donc, voilà. Il n'y a aucune radio à qui on va dire « Ah, t'as pas pu monter sur le DAB+, on est désolé, il va falloir mettre la clé sous la porte ». Ça n'arrivera jamais.
Je vais revenir sur ce que vous aviez dit, Charles-Emmanuel Bon, parce que le temps nous est compté, sur les auditeurs justement et peut-être leur méconnaissance du DAB+. Et je vais prendre l'exemple de Ludovic Tellier, donc directeur de Radio Espace Normandie, qui a 6 fréquences FM, si je ne me trompe pas, et puis 2 fréquences DAB+, à la fois sur Rouen et sur Le Havre. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure justement avec le débat autour de la ruralité aussi, les auditeurs qui viennent chercher leur radio de proximité, est-ce que les auditeurs aujourd'hui de Radio Espace Normandie, concrètement, au Havre, à Rouen, connaissent le DAB+? Est-ce qu'ils identifient Espace par la musique, par peut-être son nom, ou par sa fréquence justement FM? C'est un peu tout ça en même temps. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, Espace, on ne va pas parler que d'Espace, parce que c'est le congrès du syndicat national des radios libres, et je m'adresse à l'ensemble des adhérents du syndicat, et commencer par le syndicat et son engagement. Très tôt, moi j'ai souvenir d'expériences à la Tour Pleyel à Paris, on était précurseurs sous l'impulsion du président Boutrin, des expériences à Nantes également en DAB+, en technologie numérique, avec en présence de Rachid Arabe à l'époque à Nantes. Donc les radios associatives sont dans le mouvement et la transition numérique. Incontestablement, et j'ai envie de dire, on était même les premiers, voilà, contextuellement. Aujourd'hui, c'est vrai, vous en parliez un instant, certaines radios ont hésité. Alors c'est essentiellement pour une méconnaissance, peut-être la complexité pour certains du dossier, la compréhension du multiplex. C'est pas simple, les multiplex. On s'engage de quelque chose qui nous verrouille. Il faut, voilà, et c'est un engagement fort, car si un opérateur tombe, le multiplex, par exemple, 13 opérateurs, il arrive parfois, on le constate depuis 1 an ou 2 maintenant, que certains rendent leurs canaux DAB. J'y reviendrai pour des raisons notamment économiques. Donc voilà, c'est un vrai engagement, et certaines radios n'ont pas évidemment les moyens financiers. Mais maintenant, on ne cesse de le dire, encore une fois, le Conseil national du syndicat du SNRL, on insiste, mais quotidiennement, moi qui réponds aux demandes des uns et des autres, comme mes collègues, candidater sur le DAB+. Candidater. Alors on est là pour les assister, pour les aider, mais vraiment le SNRL, et je parlais également de la CNRA avec Jean-Marc qui est là ici, et peut-être même sous l'angle des locales, c'est plus sensible et plus politique, même si ça se passe très bien entre nous, il faut le savoir aussi, on l'a vu notamment sur l'épisode FSER et le PLF 2025, nous incitons depuis très longtemps à la transformation en direction du numérique. Mais il faut d'abord admettre que ce n'est pas simple. Voilà, c'est de nouveaux comportements, de nouveaux marqueurs, de nouveaux repères pour nos gouvernances, parce que je chante l'ESS, ESS, économie sociale et solidaire, mais il y a d'abord économie en premier mot. Donc c'est vrai que nos présidents, nos bénévoles, voilà, ils sont parfois dans un autre métier, et d'un seul coup on leur demande de plonger dans un gros dossier, Arcom, avec un livre blanc qui fait un certain nombre de pages, qui est très précis. 200 à peu près. 200 à peu près. Et nous, à Espace, évidemment, on a proposé ça, on a envoyé tout. Mais il y a une synthèse qui est très très bien. Je la connais, vous avez tout à fait raison. Mais ça, voilà, il y a une culture, il y a un délai. En revanche, il faut aller vite. On ne peut pas perdre de temps et il faut candidater. Et il y a un travail très important que j'aimerais souligner. C'est le travail de l'Arcom, des ex-CTA. Ce sont des soutiens formidables. Parce que lorsque les radios associatives décident de candidater, on appelle notre comité, Arcom. Et là, ce sont des gens formidables. En tous les cas, moi, celui de Caen, je le connais bien, mais j'en connais d'autres aussi. Ils sont dans la salle. Ils sont dans la salle, je les connais bien. Mais voilà, c'est un soutien aussi. Ce n'est pas, entre guillemets, que le gendarme de la FM et du DAB+. Ils sont là en tant que soutien pour monter ces dossiers qui, encore une fois, ne sont pas très simples. Rapidement, Espace, on a été sélectionné en 2018. En 2019, nous avons commencé à diffuser sur les zones du Havre et de Rouen. Westrack, entre parenthèses, lui cite un exemple de radio associative avec des fréquences temporaires pendant des années devenues pérennes grâce au DAB+. Il y a cet aspect-là aussi qui est très important. Donc, au bout de 5 ans d'expérience, très clairement, brut de décoffrage, au départ, on s'est dit « oula ». Parce que moi, j'ai une expérience personnelle au niveau de la radio. On a fréquenté les mêmes couloirs à RTL Group pendant 10 ans. J'étais à la direction de la SFP, de TDF à la division radio, notamment sur le développement de tvradio.com, donc c'était les prémices de la diffusion par voie IP. Et c'est vrai que tout cela, moi j'ai une culture, voilà. Mais tout à l'heure on cherchait où on s'était rencontrés. À mon avis, ce sont les couloirs d'RTL. Voilà, j'ai trouvé. En tous les cas, brut de décoffrage, peu d'audience, et économiquement, pas de modèle économique. Alors,
volontairement, je force le trait. Au bout de 5 ans, alors je ne sais pas si Guy Troussel est dans la salle, je ne sais pas si il est ici, mais on a, pour la première fois, au bout de 5 ans, Espace, on est devenu, sur la dernière vague Médiamétrie, la première radio en audience de catégorie A sur Rouen Métropole. Qu'est-ce qui se passe en termes de comportement? C'est très simple. Nos auditeurs, ils n'y captent rien sur le DAB+, et la FM. Nos élus non plus, même si les nôtres, on les voit souvent, et voilà, on est force, on essaie voilà, on force, comment dirais-je, on fait un exercice de pédagogie. Mais récemment, pour le FSER, ça va tous nous faire sourire, j'ai interpellé un sénateur, je lui ai dit, il faut qu'on parle du DAB, du FSER, il n'y a pas que voilà, l'exploitation classique, la double diffusion, il faut des moyens, etc. Et il me dit, parce qu'on se connaît bien, il me dit, mais pourquoi tu me demandes de l'argent liquide? Le DAB, la banque, chercher de l'argent, on devait se voir. Même la représentation nationale, il y a également du boulot dans les couloirs de l'Assemblée et du Sénat. Donc voilà, économiquement, voilà, c'est la bonne vieille FM aujourd'hui qui finance le déploiement d'A+, grâce au soutien du FSER et de la double diffusion. Le travail il est colossal, et notamment dans les petits territoires, micro-territoires. Je vous laisserai peut-être terminer sur les choses que nous avons abordées tout à l'heure, mais voilà, c'est un engagement lourd, le DAB+. Voilà, c'est une prise de risque, très clairement. Mais il faut le prendre. Appuyez-vous sur vos comités ARCOM en région, ils sont vraiment efficaces. Et puis, alors j'avais envie de dire, orientez-vous vers vos élus locaux pour vous aider sur le plan économique. Bon, PLF 2025, ils ont été un peu comme nous, un peu secoués, ils ont pris un coup de masse sur la tête, donc voilà. Mais il faut trouver un financement parce qu'il faut que ce soit pérenne. Une fois qu'on a candidaté, les réseaux nationaux, le CIRTI, les radios B, bon, ils ont les moyens financiers pour pouvoir subir une augmentation de 10-20% lorsqu'un opérateur est défaillant. Mais nous, les radios associatives, dès qu'il faut attendre le remplacement, il faut qu'on passe par la procédure ARCOM, que l'opérateur soit sélectionné, autorisé. Pendant ce temps-là, c'était quand même plusieurs années qu'il faut tenir au sein du multiplex. Donc il y a quand même l'aspect financier qui est important. En revanche, en termes d'audience, ce sont aujourd'hui, nous, avec l'ARCOM de Caen, il y a 2 ans, on a fait une étude, on en a refait une autre l'année passée, pour voir un petit peu comment les auditeurs, les Normands, écoutaient le DAB+. Le DAB+, ils ne connaissent pas. En revanche, pour ceux qui s'équipent, c'est la mobilité, clairement, la radio DAB+. Moi, je pense sincèrement que l'IP, c'est dans la poche, à la maison avec les enceintes connectées, ou avec vos abonnements, voilà, l'IP, c'est là. L'enjeu pour les radios associatives, c'est les contenus de proximité, nos programmes, l'information, l'info pratique dans la voiture. Voilà. Dans nos trajets, évidemment, c'est là où c'est intéressant pour nous. Ce sont les auditeurs FM, parce que vous avez Rouen ici, vous avez un smiley, voilà, vous avez les yeux et le nez, et puis une banane comme ça, et historiquement, Espace entoure une bonne partie de la métropole Rouen-Normandie. Et depuis 1 an ou 2, ils me disent, mais c'est bizarre, tu as un nouvel émetteur à Rouen, on te reçoit. Moi, je pose la question, as-tu changé de voiture depuis? Et voilà, la réponse, elle est simple. Ils ont changé de voiture et ce sont les auditeurs FM qui emportent l'audience et qui font connaître le programme sur Rouen et Le Havre sans vraiment faire attention que ça bascule. Alors nous, on le fait, on le voit parce que, évidemment, c'est notre métier, mais de FM, poum, ça bascule. Certains, mais peu. Parce que les gens perdent de l'oreille, je le vois même dans mes collaborateurs à la radio. Aujourd'hui, en IP, il y a quelques années, le son, c'était le son, il y avait un spectre. Par contre, aujourd'hui, certains auditeurs disent « Ah, l'audience, l'écoute de la radio, elle est de qualité ». Donc ils emportent, ça y est, ils ont pris l'habitude, sans rien toucher, ils vont bosser sur Rouen, la métropole, un peu moins sur Le Havre, pour nous, en tous les cas en termes d'expérience. Et aujourd'hui, c'est 2000 à 2500 auditeurs identifiés DAB+. Espace, médiamétrie, pour vous donner un ordre et des proportions. Chaque année, chaque vague, l'auditoire station, c'est 80 à 90 000 en FM. En IP, entre 50 et 60 000 sur une semaine. Et le DAB+, aujourd'hui, on identifie autour de 3-5 000. 3-5 000. Vous voyez un petit peu les proportions. 80-90, 50-60, 3 à 5 000. Voilà. On a mis un observatoire en place parce qu'on voulait savoir un petit peu ce qui se passe. Après, pour ce qui est de l'économie, il faut qu'on s'y mette tous ensemble, que les pouvoirs publics communiquent massivement
sur le DAB+. Parce que franchement, les Français, on le disait tout à l'heure, connaissent peu le DAB, et je pense qu'unis tous ensemble, avec la force du SNRL, de la CNRA, évidemment d'Ensemble pour le DAB, de l'ARCOM, je suis certain qu'autour d'une table, on a beaucoup de travail à mon avis, mais je suis tout à fait comment dirais-je, optimiste pour l'avenir, mais ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps, c'est un engagement qui est lourd, mais aujourd'hui les syndicats peuvent vous accompagner. Et si vous êtes comme nous, tonique, dynamique sur vos territoires avec vos élus, encore une fois avec le PLF 2025, les pauvres, donc, mais dans l'heure, vous avez vu, on les a... Ça va, a priori. Mais voilà, on n'est pas à l'abri aussi d'un incident majeur, donc double diffusion FM DAB. J'ai envie de dire aussi par rapport au FSER, c'est vrai qu'il y a une notion de double diffusion sur la même zone géographique. Une piste aussi, peut-être voir l'angle pour les opérateurs FM qui développent hors de leur zone géographique, donc qui participent au développement de la radio numérique dans notre pays, peut-être voir aussi une contribution. Parce que là, pour le coup, c'est un investissement majeur. Merci Ludovic, et encore cette idée de travailler ensemble. Avant la fin de cette table ronde, je voulais quand même qu'on aborde cette idée du modèle distributeur qui pourrait être une solution qui a aussi été abordée dans cette synthèse donc, du SNRL. François Jacquin, est-ce que vous pouvez, alors on nous reste peu de temps, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et surtout nous donner votre opinion par rapport à ce modèle ? Contribution SNRL, voilà, je te laisse. Alors, j'ai lu la contribution SNRL, donc c'est mon expérience d'opérateur de MUX qui m'en fait parler, mais le modèle, l'appel à candidature, enfin, c'est sous couvert de M. Cotchot, l'appel à candidature aujourd'hui, c'est des éditeurs sont sélectionnés par l'ARCOM, et l'ARCOM organise des multiplexes qui ensuite choisissent un opérateur de multiplex qui lui-même va consulter des diffuseurs et faire choisir ces diffuseurs par les éditeurs. C'est un modèle qui s'est montré maintenant rodé, efficace, structuré, donc c'est en place. L'alternative aurait été, elle a été rejetée par les syndicats professionnels en 2012 à peu près, de faire un appel où ce sont un distributeur qui est sélectionné, c'est-à-dire un opérateur de multiplex, qui va présenter à l'ARCOM des éditeurs qui sont sous certains critères d'autorisation possibles, pour décider de démarrer à tel endroit et dans certaines conditions le DAB sur une ville où il a trouvé un écosystème qui arrivait à se générer. Donc c'est une approche qui avait été envisagée pour la Bandelle, où là il y avait une couverture nationale, un modèle économique national. C'était un autre contexte quand ça avait été présenté par l'ARCOM. Il ne faut pas dire que c'est transposable comme ça en monde rural. Mais c'est une piste qui existe dans la loi, c'est une piste qui pourrait être pragmatique si on est sur des petites fréquences, puisqu'une seule fréquence pourrait être utilisée un peu sur le national, et donc donner un modèle, en tout cas une perspective d'une gestion beaucoup plus fluide, parce que la seule chose que je pourrais reprocher à l'ARCOM dans son processus, c'est la lenteur des procédures officielles, qui ne sont pas que du ressort de l'ARCOM, mais le temps de consulter, le temps d'autoriser, l'opérateur de MUX, puis le diffuseur. On est presque entre un an et demi, autour d'un an et demi, entre le moment de l'intention et le moment où ça commence à diffuser. Et plus problématique, c'est les défaillances. Aujourd'hui, on a des éditeurs qui ont été un peu trop gourmands dans leur candidature, mais qui ne veulent pas rendre leur fréquence. Tant qu'ils ne rendent pas leur fréquence, le diffuseur se retrouve avec un trou dans le multiplex. Et le temps que l'ARCOM le réautorise, c'est un an de plus. Donc on se retrouve avec des modèles économiques pour des diffuseurs où il y a 1, 2, 3 places qui des fois sont libres, et c'est en gros pour le diffuseur un problème économique quand même assez important. Alors certains vont dire les plus gros diffuseurs, ils ont les moyens, patati patata, mais il n'y a pas que les plus gros diffuseurs déjà, et deuxièmement, même pour eux, ils ont un modèle économique. S'ils vous font des prix tels qu'ils les font, c'est selon leur modèle économique, donc quand on enlève des 1, 2, 3, c'est-à-dire jusqu'à 25% de la ressource et donc de leurs revenus, et qui ne peuvent pas arrêter pour les autres, c'est un vrai problème quand même. Donc aujourd'hui, le modèle distributeur pourrait avoir cet avantage sur des petites zones rurales où il peut y avoir des défaillances, ou en tout cas le modèle sera de toute façon beaucoup plus fragile. Ça peut être un moyen que ça ne plante pas ou à la moindre défaillance. Alors que le modèle actuel, même si la consultation donnait un certain nombre d'éditeurs suffisant pour démarrer, à la première défaillance, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les autres vont augmenter leurs coûts? Et là, on va voir que certains ne pourront pas augmenter,
alors que d'autres pourront peut-être augmenter. Mais si on veut garder l'équité telle qu'elle est demandée par la loi, c'est pas simple. Donc c'est pour ça que c'est une piste, mais on ne peut pas transposer l'appel en candidature de la Bandel sur le monde rural en disant ça va marcher. C'est un autre contexte. Simplement, c'est dans la loi, donc c'est une piste qu'avait soutenue le SNRL, d'analyse en tout cas. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Non, par rapport à ce qui vient d'être évoqué, juste dire que, par principe, mais c'est lié à ma nature, moi je suis jamais fermé à rien, je suis toujours prêt à... mais j'en parle d'autant plus librement que, hélas, dans quelques mois maintenant, je ne serai plus aux affaires. Donc, moi je pense que tout s'examine, tout se réfléchit, mais il faut garder au cœur du dispositif d'abord les éditeurs eux-mêmes. Ça, c'est la première chose, qui doivent rester maîtres chez eux. Donc, attention à ne pas avoir d'inversion. Voilà, vous avez compris ma réflexion. Et ensuite, et surtout, que le régulateur, l'Arcom, reste maître, puisque son métier, c'est d'être affectataire de fréquences. Alors, dans les réflexions qu'on a pour sélectionner tel ou tel éditeur, il y a la fiabilité économique, c'est entendu, mais enfin, le maître mot de ce qui nous guide dans nos sélections, c'est le pluralisme et l'intérêt du public, avant tout le reste. Voilà. Et donc ça, dans un dispositif tel que vous l'évoquez, il faut que ça reste la chose la plus importante. C'est-à-dire on a d'abord l'auditeur, l'intérêt du public, le pluralisme, le choix qu'il peut avoir quand il allume la radio, les éditeurs eux-mêmes et le régulateur qui doit orchestrer tout ça. Merci à vous quatre pour ces échanges pertinents. Donc on va retenir cette date 2033, mais ce que je retiens, c'est surtout le présent, les prochaines étapes, et puis surtout travailler ensemble. Merci à vous. Merci. J'aurais juste toute petite dernière seconde pour dire au revoir. C'est un petit message plus personnel que j'ai eu déjà dans d'autres instances. Il se trouve que je viens de l'évoquer, je suis quasiment à la fin de mon mandat, et que donc c'est la dernière fois, en tout cas en tant que membre de l'Arcom, que je m'exprime devant les États généraux du SNRL, comme j'ai eu l'habitude de le faire ces dernières années. Donc je voulais juste, à titre personnel, vous dire tout le bonheur que j'ai eu à travailler à vos côtés. J'espère à vous avoir servi le secteur de la radio, et vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée tout au long de ces années. Merci. Merci à vous, Hugo Chaud. Merci. Le SNRL vous a présenté le Congrès de Louviers 2024, la radio, le média des nouvelles frontières, en partenariat avec Broadcast Associés.